Est-ce qu'on peut limiter les salaires abusifs? Pour moi, le terme de salaire abusif, déjà, c'est un terme qui est très problématique. Si on prend la source de l'initiative Minder, donc de Thomas Minder, il s'est révolté contre la rémunération de Daniel Vasella, qui était le PDG de Novartis à l'époque et qui gagnait 20 millions. Je pense qu'on peut être d'accord avec lui que, comme citoyen lambda, d'avoir quelqu'un qui gagne 20 millions, c'est assez choquant. Mais si on pense que notre cher Roger Federer, quand il a gagné Wimbledon, il a passé 3 semaines sur les cours et il a gagné 1,2 million de francs suisses en 3 semaines. Abusif? Pas abusif? On laissera chacun juge, mais personne n'en a parlé en tout cas. Alors, le contenu de cette initiative Minder, elle veut avoir plus de transparence sur la rémunération, que les actionnaires votent, que les caisses de pension participent à cette votation et elle interdit également un certain nombre de rémunérations, typiquement certaines primes dont les parachutes dorés. J'aurais tendance à dire de manière assez marquée que ça ne fait aucun sens d'essayer de limiter les salaires. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde ouvert où on peut localiser un contrat en Suisse, mais si l'environnement suisse est trop contraignant, on va pouvoir localiser ce contrat d'un dirigeant d'entreprise ailleurs qu'en Suisse. Le salaire de base, c'est un élément. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui font partie de la définition du salaire et qui, eux, peuvent, avec la créativité que l'on rencontre dans l'entreprise, être architecturés de manière à passer au travers des lois. Donc il y a plein de façons et de manières de contourner une loi comme celle-là. Alors la corrélation entre la performance de l'entreprise et le salaire des grands patrons fait débat depuis longtemps déjà, une bonne quinzaine d'années. Un exemple proche de chez nous, c'est l'UBS. L'UBS qui a fonctionné avec des bonus qui étaient faramineux, notamment au niveau des cadres dirigeants, pendant toute une série d'années. Et si on regarde le profit de l'UBS, à court terme, c'était une belle performance. Par contre, on se rappelle de la faillite quasi technique dans laquelle ils sont rentrés, qui a démontré que les fondamentaux du succès de l'UBS n'étaient pas présents. Donc ça, c'est bien documenté. On le voit très bien dans toutes les études universitaires. Il n'y a pas de corrélation suffisamment forte entre la performance de l'entreprise et les rémunérations, notamment variables, que l'on paye aux grands patrons de ces entreprises-là. Est-ce que l'initiative Minder sert vraiment à quelque chose? Pas tout à fait. D'un point de vue de tout ce qui est vote des caisses de pension, ça va poser problème parce qu'une grande partie du capital des caisses de pension est investi dans des fonds d'investissement. Ils ne pourront pas voter parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. Par contre, il y a 2 domaines dans l'initiative Minder qui pour moi sont très intéressants. C'est d'introduire la notion de vote de l'actionnariat. D'un côté, ça va évidemment ouvrir le débat, ça va permettre d'avoir plus de crédibilité dans ces décisions salariales. Ça va aussi avoir, et ça on peut l'anticiper déjà maintenant, un effet significatif d'augmentation des salaires des dirigeants. Ça paraît paradoxal, ça a été testé aux États-Unis dans plusieurs domaines où on a vu des CEO, des patrons d'entreprises qui avaient leur salaire publié, qui pouvaient se comparer à d'autres entreprises plus petites mais dont les patrons gagnaient plus qu'eux et qui ont réclamé des augmentations salariales qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils n'avaient pas cette base de comparaison. Mais pour moi, l'initiative Minder, elle empoigne le problème par le mauvais bout. Si on prend l'origine de l'initiative Minder, c'était notamment les gros problèmes de Swissair et des rémunérations faramineuses qui ont été payées aux ex-dirigeants de Swissair, Brugisser et les autres, conseils d'administration inclus. Le problème, ce n'est pas la rémunération que ces gens ont obtenue, c'est le fait que ces dirigeants, malgré toutes les malversations qu'ils ont pu accomplir au sein de l'entreprise, ils n'ont eu aucune sanction pénale. Et pour moi, ça, c'est inacceptable. Par contre, de limiter les salaires de ces gens, c'est prendre le problème par le mauvais bout parce qu'on est dans une démocratie avec une dimension sociale et on a une distribution des richesses. Si on prend ça par le bon côté, on devrait être au contraire tout à fait heureux d'avoir des dirigeants qui ont des rémunérations très élevées et qui peuvent, à travers la redistribution de richesses, financer l'AVS, financer les communautés publiques à travers les impôts. Alors, exemple concret de redistribution des richesses, salaire de Daniel Vasella au moment où il était à Novartis, il était PDG du groupe, 20 millions par année. Si on regarde juste ce que ça signifie pour nous en tant que citoyens dans la collectivité, ça veut dire un taux d'imposition sur ces 20 millions qui équivaut à peu près, grosso modo, à 35% de taux marginal, à peu près 7 millions. Il y a encore l'AVS, ça fait encore 2 millions additionnels qui sont reversés à la Confédération, aux cantons, aux communes. Plutôt que d'essayer de limiter ces richesses,
et donc la distribution de ces richesses. Au contraire, pour moi, il faut en profiter. C'est d'envisager toutes les solutions qui peuvent être au bénéfice autant des top managers que de nous en tant que simples citoyens dans un pays qui bénéficie de toutes ces rémunérations qui sont élevées. Évidemment, en ayant deux critères qui soient remplis, c'est que la performance des managers soit sur le long terme et soit éthique, et dans les cas des managers qui ont des comportements qui ne sont pas acceptables, qu'on ait un arsenal pénal qui puisse permettre de les punir.